Bonjour et bienvenue, j'espère Bonjour. que vous nous Bonjour. entendez bien, j'espère que vous êtes tous là connectés sur le live. Donc bienvenue encore une fois dans cette nouvelle émission, la première de l'année, qui donc nous faisons sur Twitch. Nous avons repris les réseaux sociaux de la promo 2 AVMN et donc on a à cette table des délicieux invités, à cette table ronde d'ailleurs, qui est censée être ronde mais qui ne l'est pas, mais nous avons des merveilleux invités. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous présenter maintenant. Donc on va commencer peut-être par toi. Bien écoutez, moi je suis Zachary, je suis donc en deuxième année de master à VMN ici, en option numérique. Je suis globalement quelqu'un de passionné par les domaines de la pop culture, de la mode et de la musique. Ça tombe bien parce que c'est à peu près ce dont le on va parler sujet aujourd'hui. du jour. Et voilà, j'espère que tout se passera bien et que... Ça va se passer merveilleusement bien, j'en suis sûr. Je te donne la parole maintenant pour te présenter. Eh bien, bonjour, je m'appelle Emma, je suis en Master 2 AVMN également. Option numérique aussi. On est en supériorité C'est vrai. numérique aujourd'hui. Oh bah, putain, c'est bien fait. fait. C'est bien foutu. Non, hein. non, c'est vrai que c'est même relativement étonnant. Mm. Je suis un peu, je suis un peu Ouais. étonné. Ouais. Globalement, je m'intéresse un peu à tout. Je suis un couteau suisse, littéralement. Tout bonnement. Ouais. Tout à fait. Et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. C'est un peu stressant. C'est un peu stressant comme, C'est un peu stressant comme exercice. Ouais. ouais. On va d'ailleurs probablement bégayer un peu. Je vais le dire pour mes invités, essayons de parler un peu doucement. Oui. Ouais. Ne nous mettons pas la pression parce que sinon on va bégayer comme moi je l'ai fait en intro. J'espère que vous ne le relèverez pas dans le chat. Mais du coup, qui es-tu? Eh bah, très bien, C'est merci, vrai, ça. merci de m'assister là-dessus. Donc, je m'appelle Timberto, donc je suis dans la même promotion que mes amis à cette table, sauf que je suis en audiovisuel, c'est-à-dire que je vais m'intéresser à des domaines comme le cinéma, par exemple, mais tout ce qui passe par l'audiovisuel, donc le montage, la prod, la réalisation, l'écriture, voilà, c'est des domaines qui me passionnent énormément. Et je suis sûr que cette expertise va être utile aujourd'hui dans le débat qu'on va avoir. Transition sur le thème aujourd'hui de ce live. J'espère qu'il va vous intéresser autant que nous. Le thème d'aujourd'hui, ça va être la musique dans l'ère numérique. Donc c'est une question assez vaste. C'est même pas une question d'ailleurs, tellement c'est vaste. Aujourd'hui, on va pouvoir en parler de façon relativement intéressante parce que vous deux, vous êtes en numérique. Donc vous avez quand même un point de vue assez éclairé sur cette question. On va pouvoir déjà séparer cette question en plusieurs sous-questions, sous-catégories. On va peut-être faire ça de façon plutôt participative. Je peux déjà vous poser la question par exemple de qu'est-ce que ça évoque la musique dans l'ère du numérique chez vous. Peut-être commencer par Zach. Facilement. Moi, quand je pense à l'ère du numérique et de la musique, principalement, je vais penser à tout ce qui est plateforme de diffusion sur les réseaux sociaux ou plateformes de diffusion musicale telles que les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, etc. Mais également sur les réseaux sociaux avec une utilisation de la musique comme un véritable enjeu pour de la publicité ou pour de la communication en général afin d'utiliser cet outil de la meilleure des manières. Et à une époque où justement le numérique commence à prendre toute la place et il faut savoir avancer, hélas, avec son temps. Carrément, carrément. Non, c'est très juste, c'est très juste. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir ta vision? Moi, je suis assez du même avis que Zach. Genre horriblement. C'est très compliqué. Pour moi, la musique dans le numérique, c'est un ensemble en fait. C'est à la fois les nouvelles méthodes de communication qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux avec la popularisation de nouveaux sons qu'on ne peut pas entendre en dehors que sur ces réseaux. Je pense à TikTok par exemple, qui a fait propulser certaines musiques à la période du Covid, où il y a énormément de musiques qui sont devenues très populaires parce que du coup le réseau social les a mis en avant. Mais il y a aussi l'aspect de création sonore sur les plateformes numériques. Il y a Spotify qui fait pas mal de mises à jour où on peut être soi-même DJ, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Il y a plein de plateformes où on peut nous-mêmes créer notre musique et c'est devenu super simple maintenant de faire une musique. Bon, alors on n'est pas beatmaker ou oui, quoi voilà, que ce ça soit, s'improvise mais pas, mais on peut toujours apprendre et c'est
assez passionnant de voir que les gens en fait, peuvent découvrir une passion pour cette création. Carrément. Moi, c'est quelque chose que justement je trouve génial dans la musique aujourd'hui. C'est que, en fait, il y a une facilité d'accès, une accessibilité qui est devenue vraiment différente d'avant, dans le sens où avant, pour faire de la musique, il fallait être quelqu'un d'avoir fait du solfège, fait d'un instrument de musique. C'est quelque chose qui s'apprenne souvent quand on est jeune. Et maintenant, avec du coup toutes ces choses-là, l'accessibilité aux logiciels tels que FL Studio ou bien d'autres, comme GarageBand, etc., qui amènent à une pluridisciplinarité de toutes les personnes qui veulent réaliser de la musique, que ce soit à n'importe quel âge. Il suffit juste d'avoir son PC chez soi, d'installer le logiciel de manière légale ou illégale. Probablement légal. Probablement plus très légal légal, même. très légal. Je recommande légal. Oui, exclusivement légal. Ouais. Ça n'existe pas d'ailleurs, la piraterie. Non. Impossible. Non, surtout pas dans le domaine de la musique. C'est quelque vraiment chose pas. Non, vraiment de pas voulu et qu'on déteste. On déteste. Et donc, mais voilà, et je trouve ça génial parce que ça amène à des personnes qui font de la musique différemment, proposent de la musique différemment, partagent leur musique différemment, Carrément. communiquent autour de leur musique différemment. Et aussi, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que ça supprime cette espèce d'élitisme qu'il y avait autour de la musique avant, et que maintenant, la musique se base énormément autour de la direction artistique, au-delà de uniquement se baser sur la musique en elle-même, qui fait que maintenant, en fait, quand on fait de la musique, on fait de l'audiovisuel, on fait de l'audio, on fait du visuel, on fait de la publicité, on fait tout ça. Et c'est avec toutes ces concordances qu'il y a entre tous ces thèmes et toutes ces manières d'aborder la chose qu'on voit des artistes qui émergent et qui arrivent à sortir de cette énorme bulle et cet énorme amas de personnes qui, justement, rentrent dans ce domaine-là plus facilement maintenant. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, dans les deux choses que vous soulevez, vous, ça va être sur les nouveaux enjeux en fait, liés à la place de la musique dans le numérique. Donc on a d'un côté, j'ai l'impression, vous me corrigez si j'ai mal compris, mais c'est un peu les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire qu'on a d'une certaine façon la musique qui devient de plus en plus accessible dans tout ce qui est création, production de musique, ce qui permet en plus aux artistes de vraiment développer, vu qu'ils ont ces nouveaux outils-là qui leur facilitent la vie de malade. Maintenant qu'ils ont ces merveilleux outils-là, ils peuvent se dédier à beaucoup d'autres cercles de production, à créer leur univers, etc. Ce qui est hyper intéressant, je trouve. Peut-être qu'on en reparlera un peu dans cette émission. Et d'un autre côté, ça peut mener à des dérives. Est-ce que vous avez des idées potentiellement de dérives? Comment, si je vous dis globalement les dérives dans le monde de la musique, dans le numérique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de suite? Moi, j'ai peut-être un exemple. Là, très récemment, donc, du coup, sur TikTok, il y a pas mal de musiques qui sont reprises. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un sample qui a été repris pour plusieurs musiques. Et la plupart des internautes disaient que c'était de la reprise. Et c'était en fait illégal parce que le sample en fait, appartenait à quelqu'un, alors que pas du tout. C'était un sample qui était disponible pour tous. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de voir que les gens se disputent pour le copyright d'un sample, alors que le sample est totalement gratuit. Ouais. Donc, en fait, ça amène la question de légitimité, tu vois, dans le sens où une personne qui va faire de la musique avec ce sample, qui est libre de droit, qui appartient à une banque libre, ouverte à tout le monde, si elle fait une musique avec ce sample, la musique en soi, elle a été faite par cette personne, et donc des droits s'appliquent dessus, des droits d'auteur, mais n'importe quelle autre personne qui a fait également de la musique sur ce même sample a aussi des droits d'auteur, mais qui sont pas les mêmes en fait, et qui juste, tu pars c'est quelque chose d'empirique, tu vois, tu pars du même point, et tu arrives à plusieurs domaines différents. Et oui, il y a des choses ridicules dans ce sens-là. Évidemment, quelque chose de très actuel, qui sont pour moi des choses à la limite hors limite justement, c'est l'utilisation des intelligences artificielles. Bien sûr. Dont on va forcément... Ça en parle déjà dans le chat, Oui. je suis en train de voir. Donc, voilà, dans le chat, ça en parle déjà, et puis on va forcément en parler parce que c'est un sujet ultra actuel, et c'est un sujet qui fait énormément débat, que ce soit auprès des personnes qui en écoutent, des personnes qui en produisent, des personnes qui en diffusent. Chacun a son avis. Tous les avis sont bons à entendre. Il y a des avis qui divergent, évidemment, mais en même temps, c'est normal. Hein.
C'est une nouvelle technologie, donc forcément ça pose plein de questions. Et je pense que sur le sujet de l'IA, on va essayer dans ce live de le repousser le plus possible. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on trouve relativement évident dans ce genre de sujet, de parler d'intelligence artificielle. Donc on va essayer quand même de venir diversifier un peu cette parole-là et de venir nous intéresser à plus de questions autour de vraiment la musique dans le numérique. Parce que du coup, vous avez soulevé plein de questions qui sont hyper intéressantes. Moi, je pense savoir de vous que vous êtes par exemple des joueurs de jeux vidéo. Ouais. Tout à fait. Et il y a une question typiquement de la musique dans le jeu vidéo qui peut être intéressante à poser, qui peut être par exemple la place des compositeurs de musique dans les jeux vidéo. À quel point la musique a vraiment un impact pour vous dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est quelque chose dont elle pourrait se passer, comme par exemple le cinéma, des fois se passe de musique? Est-ce que vous pensez, quel est votre avis en fait sur la place de la musique dans le jeu vidéo? Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. C'est que de plus en plus, on avance dans la création d'univers de jeux vidéo. De plus en plus, on se rapproche de l'univers cinématographique, et donc dans le storyboard, etc. Et de plus en plus, on se rapproche du coup d'avoir des bandes originales de jeux vidéo qui se rapprochent de bandes originales de films qui sont absolument écoutables à part entière. Moi, par exemple, si je peux donner un exemple, je joue beaucoup à Céleste. Qui est du coup un jeu sorti en 2018, qui a une bande originale faite par une seule personne, qui s'appelle Lena Raine. Et cette personne-là, vraiment, la bande originale, elle est faite de A à Z. Elle a une construction, elle a une histoire, et ça s'écoute totalement. Et c'est totalement en adéquation avec du coup, le thème du jeu, qui parle de problèmes psychologiques et de dépassement de soi, de dépression, de transidentité, toutes ces choses-là. Et on sent que la musique, elle apporte une nouvelle couche et un nouveau volume. On passe à la limite de la 4D, tu vois, surtout que c'est un jeu en 8 bits, donc forcément sur un jeu où c'est un platformer en 8 bits, si t'as pas de musique, c'est un peu moins intéressant. Complètement. Donc voilà. Après, plus on avance, plus il y a des bandes originales poussées dans le milieu du jeu vidéo, notamment celle de Red Dead Redemption 2 qui est assez délirante. délirante. Iconique. Complètement. Ou même toutes ces bandes, elles sont reprises dans la pop culture. Quand je pense par exemple à la bande originale de GTA 4, qui est reprise dans un mème qui tourne tout le temps, un mème qui est complètement mondial. Et c'est un monde à part entière qu'il ne faut pas négliger. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent avoir des récompenses pour ce type c'est vrai. Pour ce type de création. Parce qu'il n'y en a pas dans les cérémonies déjà. Il y en a des très jeux vidéo. peu. Il y en a parce que forcément, Oui. il faut savoir quelles sont les meilleures bandes originales. En tout cas, une plus grande reconnaissance de ça. ce monde-là. Parce que peut-être après, je laisserai la parole à Emma. Ouais. Moi, dans ce que tu dis, il y a des choses qui m'élicitent pas mal de trucs. C'est typiquement sur cette notion un peu de 4D dans la musique. Parce qu'on pourrait évidemment se poser la question de ce que fait la musique de jeux vidéo en plus de la musique de cinéma. Parce que par exemple, avoir une sorte de progression en termes du scénario ou d'image, ça c'est relativement, c'est pas réservé par le cinéma, mais c'est quelque chose que le cinéma faisait avant. Mais je peux penser à des exemples de bandes originales de jeux vidéo qui vont par exemple être composées de façon à ce qu'elles suivent typiquement le déroulé du gameplay du joueur. Ou même que la musique va changer, ajouter, retirer des instruments en termes de l'expérience de l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Il y a un exemple avec Clair Obscur, là, c'est un jeu qui est sorti très récemment. Alors déjà, la BO est incroyable. Ça rappelle en fait des musiques de films que tu peux avoir. Mais c'est vrai que, par exemple, par rapport à ce jeu, la musique s'intensifie quand le combat est un peu plus compliqué, quand le boss est plus fort ou qu'il y a une vraie trame importante dans l'histoire. Et la BO fait vraiment le jeu. Après, c'est un jeu d'art de manière... c'est un jeu basé sur l'art de manière générale, mais c'est hyper intéressant de voir que la musique fait partie en fait du jeu. Et moi, je trouve la BO est incroyable. Je me l'écoute de temps en temps, mais bon. Mais au-delà de ça, au-delà même de la BO, tu penses juste à l'écran d'accueil quand tu lances Clair Obscur. Oui. Mais il y a beaucoup de clips de personnes qui restent pendant... je pense à Avamind, je crois, qui avait vraiment pété ou Mag, là, je ne sais plus. Ah oui, qui avait dit j'ai déjà envie de pleurer dès la scène d'ouverture. Ouais, c'est peut-être Orti. Je sais que plein de streamers ont réagi à ça, qui font que en fait, il y a tellement d'impact, tellement de puissance dès l'instant où tu lances le jeu. Je pense par exemple aux séries Dark Souls ou Elden Ring qui ont vachement ces choses-là
une ambiance très médiévale, très oppressante, mais en même temps qui t'ouvre vers de nouvelles choses. Et par exemple, quand tu rentres dans une arène de boss sur Elden Ring ou sur Dark Souls, tu sais que tu vas te faire malaxer et, meurs, et que tu sais que la musique, tu vas l'entendre pendant 5 heures parce que pendant 5 heures, tu vas perdre en boucle, quoi. Donc je trouve ça génial. Et ça apporte vraiment une nouvelle dimension au truc. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que là, on voit de plus en plus de concerts de musique de jeux vidéo c'est vrai. qui se font. Ça à Lyon, je crois. Il y a eu, bon, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, mais il y a tout ce qui est concert de l'attaque des Titans, pardon. Ouais, en tout cas, ça se trouve à différents autres médias, quoi. Voilà. Je sais pas si vous avez vu le concert du The Event, mais il y a encore. Bon, je vais parler que de Clair Obscur parce que voilà. Est-ce que tu peux déjà recontextualiser en quelques mots ce que c'est Clair Obscur? Clair Obscur, pour nos spectateurs. Clair Obscur, c'est un jeu vidéo façon tour par tour, pardon, qui est incroyable. Je ne peux pas vous expliquer vraiment le déroulé de l'histoire parce que ça vous spoilerait énormément. Déjà que la musique spoil pas mal de choses. Globalement, c'est une équipe de personnes qui vont aller tuer la peintresse qui tue des gens chaque année. Globalement, en effaçant un chiffre qui correspond à leur âge. Pour faire un très gros résumé, mais globalement, c'est ça. Et voilà, il y a des petits combats, on a des trahisons. Et donc, c'est un jeu français. C'est un jeu on français. Me dit même Montpellierin. Exactement. Et ça, c'est assez... Il y a des chauvins dans le chat, apparemment. Donc, calmez-vous un poil, mais parce qu'on va reprendre le contrôle du live. Oui. Mais du coup, pour revenir sur les concerts de musique de jeux vidéo, donc il y en a eu un au The Event. Il y a notamment eu un festival aussi qui s'appelle l'USES Symphony Gaming Festival, qui est du coup dédié à la musique de jeux vidéo, qui s'est passé du coup du 29 mai au 1er juin 2025. Et globalement, c'était inviter le public à assister à des compétitions, des conférences, des blind tests et des concerts de musique de jeux vidéo. Et il y a eu des musiques cultes comme celle de Hollow Knight, qui sont incroyables. Moi, j'adore. Ce qu'on m'a dit, c'est clair. Exactement. C'est exceptionnel et puis c'est super cool, tu parles d'Hollow Knight parce que ça me permet de transitionner. Fonce avec le sampling qui, justement, t'en parlais tout à l'heure, on en parlait des samples qui se démocratisent et c'est maintenant la manière la plus facile et la plus abordable de faire de la musique. Et il y a un artiste français que beaucoup de gens connaissent, qui a son plus gros hit, qui s'appelle Mauvais Payeur, donc c'est La Fève. Et Mauvais Payeur de La Fève, c'est un sample de la musique d'entrée de Hollow Knight quand tu rentres sur Hollow Nest. C'est la première musique de Hollow Knight. Donc il y a une vraie convergence des milieux artistiques et des genres de production même. C'est hyper intéressant. Et toute cette, c'est vachement... c'est cet opener qui est la boucle que tu entends quand tu écoutes Mauvais Payeur. C'est la première musique que tu entends dans Hollow Knight quand tu rentres dans la ville d'Hollow Nest, qui est donc la première ville du jeu. Et je trouve ça génial. Mais il nous en faut plus des petites anecdotes comme ça. La prochaine fois, on en préparera carrément pour vous régaler, vous les viewers, exactement. Je vais faire une grosse transition sur une nouvelle petite partie de débat. Qui va être typiquement sur la place des musiques sur les réseaux sociaux, typiquement. Et avec un angle un peu plus spécifique qui va être sur les façons dont on trouve les musiques grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'on pourrait se rappeler, je pense, tous d'exemples de moments où on était sur un réseau, on a vu un réel, un TikTok, je ne sais quoi, et on s'est dit « Ah, la musique, elle est incroyable, je vais aller la chercher », et là, on découvre des artistes. C'est une façon de diguer, de découvrir des nouveaux artistes, de nouvelles musiques. Est-ce que vous, c'est une pratique que vous voyez d'un bon œil? Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez avant aussi? Est-ce qu'on était assez grand? Est-ce qu'on était assez adulte déjà pour le faire avant? Est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui va changer, qui va... Waouh. Peut-être question un peu trop vaste. Non, carrément. Je pense que c'est super intéressant. Ouais. Moi, personnellement, si je peux parler d'un point de vue personnel, Bien sûr. J'ai toujours écouté de la musique. Mes parents m'ont toujours inculqué de la musique, que ce soit à n'importe quel moment de ma vie. Il y a des morceaux de musique que je chantais en yaourt quand j'étais petit. Et une fois que j'ai commencé à parler anglais, je les connaissais parce que je les chantais en yaourt quand j'étais petit. Un morceau qui s'appelle Comme a Langue de Titio, par exemple. Vous avez la rêve dans le chat. Vous l'aurez, je pense pas. Personne ne l'a. Dites que vous ne l'avez pas. C'est une artiste suédoise, elle n'est pas très connue. Et du coup, allez voir. Voilà, c'est vraiment génial pour le coup. C'est un album sorti en 2001. Tu peux répéter comment ça s'appelle? Comme a Long, C-O-M-E, espace A-L-O-N-G, de Titio, T-I-T-Y-O. Eh ben, allez lui donner de la grosse force.
Voilà. Donc par exemple, et en fait, moi j'ai toujours des musiques, et comment dire, je copie-colle des moments de ma vie à des musiques que j'écoutais. Notamment quand j'étais plus jeune, en 2011, quand j'avais 9 ans, je jouais à Dofus. Ok. Et donc en fait, moi je me rappelle parfaitement d'écouter des albums, un album de Colonel Riel qui s'appelle Au Rapport, Ah, qui classique. est un énorme classique, et je l'écoutais. Et en fait, j'ai une vision absolument claire et nette et précise de ce que je faisais sur Dofus à cette époque-là, parce que ça m'a créé un souvenir, et Ok. c'est une banque de souvenirs que j'ai. Et donc j'ai aucun problème à ce que maintenant, tu vois, quand je découvre des musiques, par exemple, récemment, la musique sur les réseaux sociaux qui revient à la mode, si on peut appeler ça, c'est Where Have You Been de Ouais, Rihanna, c'est vrai. Ouais. qui a été du coup remixée par un mec, et pour la rendre un peu plus puissante. Déjà qu'elle Ouais, est un très peu plus puissante. cinématographique Ouais, et très tout, cinéma, pour faire ouais, des edits exact. avec. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est une autre pratique, ça, dont on va peut-être pouvoir parler Ouais. aussi. On va pas avoir le temps illimité, mais... Mais voilà, et moi je trouve ça très cool. De toute façon, en fait, pour moi, la musique, c'est quelque chose de... moi, je vois ça comme un exutoire, tu vois. Et il n'y a pas de bonne manière de trouver de la musique, d'écouter de la musique. Toutes les manières sont bonnes, franchement. Bah, moi, ma De vie ton perso, point de vue, oui, ouais. exactement. J'ai un papa qui écoute énormément de musique. J'embrasse d'ailleurs mon papa. Qui est sur Il le a- live, oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Il a intérêt à être Si sur le live. papa, tu me vois, je t'embrasse. Mon père a une collection de vinyles Ok. monstrueuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va à la Fnac, il regarde un vinyle, il fait celui-là, je le prends. Incroyable. Il rentre à la maison, il merveilleux. fait j'en ai vraiment en 2 fois, quoi. Je Ah l'ai oui, en 2 d'accord, ok. exemplaires. Bon, du coup, je les Un récupère. acheteur compulsif. Exactement. Si je puis bien sûr me permettre. Non, mais du coup, la Sans musique, offense. ça Sans a, offense. ça a été un vrai... moi, j'ai été construite autour de la musique que mon père écoutait. Et je crois que mes premiers CD, c'est des CD gravés de mon beau-père. Ok. Peut-être Superbus ou Rihanna, ou Ok. peut-être Katy Perry, un truc comme ça. Sympa. Mais il y a une évolution quand même dans ma pratique d'écoute. J'ai pas Bien de sûr. voiture, donc je vais pas écouter de CD. Ouais, ok. J'ai pas de platine vinyle, donc je vais pas écouter de vinyle. Puis on même n'écoute si... plus la radio même, j'ai l'impression. Ouais, non, plus trop la Ouais, radio. donc, en fait, est-ce que c'est pas devenu même maintenant quasiment la seule façon maintenant de vraiment découvrir de la musique? Ouais, j'ai l'impression. Après, Il y a les mix sur les Ouais, plateformes. bien sûr, ça Oui. c'est intéressant Et aussi. ça, c'est super génial. Parce que ça peut aussi lancer un sujet. On va commencer doucement à gratter le sujet de l'IA. Mm. Je sais que ça vous passionne dans le chat. Vraiment, je vois que vous ne parlez absolument que de ça. D'ailleurs, les messages défilent tellement vite que je n'arrive tout simplement pas à lire. Mais on va commencer à gratter un peu ce sujet-là parce qu'on va parler par exemple d'algorithmes. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas même commencer à dire que les algorithmes façonnent nos goûts d'une certaine façon avec ces formes de mix-là, ces radios même, ça s'appelle Ouais. des radios en C'est plus. sûr et certain. Donc Voilà. est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment une sorte de libre arbitre, pas en général, parce que c'est un sujet C'est trop large, trop large. C'est mais est-ce trop qu'on a un précis, libre arbitre finalement. directement dans le choix des musiques qu'on écoute? En fait, ça dépend de la personne qui est derrière le téléphone ou derrière le... Moi, je connais des personnes qui adorent se laisser porter par leur mix Spotify et qui découvrent des super choses et qui, ces super choses-là, toi par exemple. Ah oui, mais bah, moi, je pense, clairement. Ouais, moi je suis Ah, bien mais- d'accord aussi. moi, je trouve ça génial. En fait, moi qui suis une personne qui digue beaucoup, ça m'enlève plein de travail. Et ça me dérange pas du tout parce que ça permet d'être à jour sur des choses qui sont plus âgées, des choses qui sont plus récentes. Et puis tu peux choisir les mix, il y a mix de la semaine, tu as mix nouvelle sortie, mix, complètement. etc. Et donc, en soi, si tu choisis ce vers quoi tu vas, Mm. je pense que tu gardes ce libre arbitre. Et si tu vraiment ne jures que par ça, Ouais. oui, c'est sûr qu'in fine, ça va forcément un peu façonner tes goûts. Mais Ouais. Et puis en plus, j'ai presque envie de dire que s'il y a des spécialistes qui parlent déjà d'une sorte de perte, de vraiment une volonté de trouver les musiques, c'est-à-dire maintenant on se fait imposer quasiment des musiques par l'algorithme, est-ce que c'est même pas un peu plus léger déjà que écouter une musique à la radio, que un studio de musique a envoyé à un producteur qui a envoyé à un diffuseur? Est-ce qu'en fait on se met déjà pas plus d'étapes? Est-ce qu'on n'a pas en fait plus de choix aujourd'hui que largement. nos Ah, parents clairement. typiquement? Largement. Après, nos parents, j'imagine, ça doit être une pratique, t'en parlais de ton père en l'occurrence, mais une pratique qu'on peut faire même nous encore, c'est par exemple aller à la Fnac ou aller à Au Vinyle. On leur Ouais. fait un gros big up à Grenoble, Grand V. où on va par exemple aller chercher quand même au moins juste regarder des jaquettes
de DVD, de musique, etc. Ouais, mais du coup, pour ça aller les devient- écouter sur les réseaux après. Ça devient un Plateforme. objet collector en fait. Le C'est fait hyper d'avoir intéressant. l'objet physique chez soi, ça devient presque une relique. Ah, Et carrément. c'est une collection, quoi. Tu Ouais. fais ta collection de CD, de vinyle, Complètement. bon, peut-être pas de MP3 parce que bon. Moi, ça a voilà. un peu passé. Bah, C'est- c'est un peu. Non, c'est passé mais- à la trappe. Mais... De manière générale, tu vas plus t'orienter vers de la musique sur Spotify, sur YouTube ou tout ça. Mais c'est vrai qu'on perd un peu cet aspect physique. Je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez des CD, des vinyles chez vous? Bah, moi, la blinde de vinyle. Ouais, mais j'ai beaucoup de vinyle aussi. mais là où je trouve que le sujet est intéressant, c'est parce que tu dis que ça, on va revenir à une notion où les DVD, enfin, on va parler des CD plutôt, les vinyles, etc., sont un peu glorifiés. C'est-à-dire Ouais. qu'on a un truc de, quand on achète du physique, c'est qu'on achète du physique, quoi. Ouais. Parce que c'est même plus pratique qu'aujourd'hui on a, donc quand on le fait, c'est presque un événement. Et on le voit aussi que ça a changé beaucoup, parce que le nombre, moi mes parents en sont aussi un exemple, ou mes grands-parents, qui disent mais on avait 300 vinyles qu'on a balancés à la poubelle le moment où il y avait des CD, quoi. Parce que c'est plus petit, plus pratique, le son est meilleur. Ça se Tu peux en débat, mettre mais voilà. bien- Tu peux mettre bien plus dessus. Voilà, exactement. Donc, c'est un médium qui est devenu obsolète, maintenant revient à la mode à cause de ce truc un peu vintage, etc. Est-ce que aujourd'hui, au final, est-ce qu'on maintenant on glorifie le physique? Est-ce que c'est pas une bonne chose pour le médium physique, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va redisparaître? Ah, Ah, la question, elle est un peu. non, mais en fait, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y, je t'en prie. Je pense qu'il y a des deux. Ok, Je pense que, comme toute mode, c'est une mode. Voilà. ok. C'est quelque chose. Il y a toujours eu. De toute façon, les modes, ça va, ça vient. Il y a toujours Oui. eu cet aspect du vintage qui a été intéressant, tu vois. Que ce soit dans les années 90 ou même dans les années 2000 ou dans les années 2005, tu voyais des gens qui se baladaient avec des Walkman. Bien Les sûr. mecs, le Walkman, ça n'existe plus depuis 20 ans, tu vois. Puis aujourd'hui, il y a de nouveau les écouteurs. C'est ça, les filaires, mecs qui remettent leurs écouteurs filaires, etc. C'est un peu, c'est un peu, ouais, c'est les jeux des modes. Après, il y a une glorification du physique que moi je comprends, dans le sens où c'est quelque Ouais, chose c'est un que objet, j'appartiens, quoi. c'est quelque chose qui m'appartient, c'est quelque chose qui est à moi, c'est quelque chose qui a une valeur physique, qui est tangible et qui permet aussi d'avoir ouais, la chose devant soi et de l'écouter. Puis écouter un vinyle, ça n'a pas du tout la même saveur qu'écouter un CD, ça n'a pas du tout la même saveur que... Maintenant, ça se lisse de plus en plus parce que l'industrie du vinyle, elle progresse. Mais par exemple, quand moi j'écoute des vieux vinyles qui appartenaient à mon père, tu sens que c'est des vieux vinyles qui appartenaient à mon père. Tu vois. Oui, carrément. Il y a un grain, j'ai l'impression d'écouter un truc au gramophone. Tu vois. Bon, c'est peut-être un peu trop vieux pour ça, Non, carrément. mais voilà, et c'est intéressant. Et moi, mes CD, je les garde toute ma vie, je pense, même s'ils sont ridicules, même si c'est des Energy Music Hit 2006 Ah bah ça, que ma mère Ah, le m'avait CD acheté. de Ouais, Colonel ouais. Riel, quoi. Voilà, ouais, c'est Ah, ça. alors, Ouais. C'était un collector, hein, et jamais de ma vie je le touche. ce CD. Ah bah, c'est clair. Attends, il est exceptionnel. Hein. Je connais tout par cœur. C'est terrifiant. Ah, mais je suis injouable sur Colonel Riel. Hein. Bah, on va lancer d'ailleurs le beat de la musique maintenant et tu vas pouvoir chanter. Mais C'est pas vrai, stressez pas la régie, faites-le pas, c'est beaucoup. J'en plus suis simple. capable, hein, mais. Voilà, mais bon, c'est pour la prochaine émission. Ce sera à Pas du l'entrée de l'émission. Il y a des gens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas de musique en fond. Et bah, on fera une petite musique avec Zachary et ce sera super. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, du coup, tu avais un point de vue là-dessus? En vrai, je rejoins assez facilement ce que Zach a dit. Enfin, moi, j'ai vécu du coup avec l'aspect physique. Donc, je suis très attachée au fait que avoir mon CD, c'est mon CD, Ouais. avoir mon vinyle, c'est mon vinyle. Mais d'un autre côté, je suis tout le temps sur mon téléphone. Quand j'ai envie d'écouter de la musique, je mets mon casque réducteur de bruit. Bon, ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais le fait d'être dans la musique, en fait, que Ok. moi, j'apprécie particulièrement, qu'on ne peut pas forcément avoir quand tu écoutes avec une j'ai plus le mot. Ah. J'ai plus le mot. Une platine, Ah merci. oui, lecteur vinyle, ouais, ok. Vraiment, je trouve ça différent, mais l'appréciation de la musique, elle n'est pas différente dans le mauvais sens. C'est juste une expérience qui diffère en fonction de la plateforme. Ah bah, c'est clair. En plus, il y a vraiment cette action déjà de. C'est très différent de juste lancer une musique sur Spotify. Ouais. C'est on doit prendre le vinyle, aller le chercher dans sa Ouais, mais bibliothèque, t'as cet mettre aspect le un vinyle peu, sur le truc. J'ai choisi la face. ouais. Voilà. gratifiant, tu vois, en disant Ouais. ah c'est moi Bah, qui c'est plus d'efforts qui c'est est moi mis qui ai pour fait une en sorte que la récompense, musique vraiment. puisse. C'est ça. Ça, Bah, j'aime bien. c'est hyper intéressant et ça me permet d'embrayer sur la première question qui fait partie d'un format Oh là. que j'ai appelé les hot takes. Aujourd'hui, dans ce format, ça va être la première question, ensuite on reviendra sur un débat un peu plus classique et on aura un peu jalonné comme ça dans l'émission. Je vais jouer l'avocat du diable. On n'a pas encore les effets et tout de Normalement, fumée, ça de... devient très, très Imaginez rouge. qu'il y a du feu autour de moi
et que ce sont deux anges qui vont venir débattre d'une hot take, c'est-à-dire je vais avoir un avis qui ne représente pas mon avis réel et que je vais devoir défendre coûte que coûte. Et donc, ce que vous dites me lance sur une question qui est sur le format album. Parce que vous parlez de, aujourd'hui on écoute des musiques sur les plateformes, aujourd'hui on met le vinyle sur machin. Moi je vais poser la question de, est-ce qu'aujourd'hui le format album a encore une raison d'exister? Je pense que non. Et je vais l'argumenter juste maintenant et ensuite je vous laisserai développer vos avis. Je pense qu'aujourd'hui le format album n'a plus de sens d'exister. Parce que de toute façon, les gens sur les réseaux, sur les plateformes, n'écoutent que des singles. Aujourd'hui, quand on met une musique, on va la liker et on ne va pas aller écouter les autres musiques qui sont dans l'album. Et de toute façon, vu qu'on n'achète plus le format physique, ou par exemple on va aller acheter le vinyle ou le CD, on va le mettre dans son lecteur vinyle ou CD et on va écouter tout l'album en entier, maintenant on n'écoute que des singles. Donc, de ma position, je demande l'abolition du format album. Je suis le diable. Je vais me redresser parce que... Et j'ai l'impression que ça ne fait pas débat. De toute façon, pour cette table, j'ai l'impression que vous êtes tous d'accord. On peut même peut-être passer à la suite. Non. D'accord. Vraiment pas. D'accord. Cependant, je suis un peu d'accord. Ah, alors, là, on parle. Là. C'est-à-dire qu'en fait... Peut-être sur le constat, mais pas la conclusion. Ouais, l'abolition, pondérons. Je suis le diable, donc Voilà. absolument Il n'y a pas. pas Je de suis d'accord demi-mesure. avec toi, voilà. Il n'y a pas de demi-mesure. Maintenant, moi, quelque chose que je disais déjà au début et qui me parle de plus en plus, c'est que moi, je suis un très très gros adepte de la direction artistique. Okay. Et moi, je suis un très très gros adepte de la cohérence quand j'écoute un album. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Un album qui est incohérent ne va pas forcément m'enjailler, quel que soit le genre. Okay. Après, le format album, le format long, se perd un peu, dans le sens où j'ai l'impression que les formats albums deviennent des ramassis de musique au pif, mises par les artistes. C'est ce que je vois dans le chat, en l'occurrence Franklin qui dit quelque chose que moi je trouve extrêmement vrai, très très pertinent. Il est à la régie là-bas et je le remercie, parce que c'est très très vrai. Hein, aujourd'hui, les albums n'ont plus de saveur. Ouais. Ils n'ont plus de saveur. Les artistes ne font pas d'efforts pour faire des bons albums. Je le cite directement. Je suis complètement d'accord. Et en fait, c'est quelque chose que je trouve très dommage. Et même les gens font des albums, des 23 titres, des 18 titres, des 19 titres. Trouver une cohérence artistique pendant 1h30, voire 2 heures, je pense au dernier album de The Weeknd, parce que j'adore The Weeknd. L'album dure 1h45. Bah, c'est 1h45 de ça va aller là pour je sais pas quelle raison, voilà. Ça va aller là pour je sais pas quelle raison. C'est des EP en fait, voilà. Quasiment. Et moi justement, je suis un grand fan du format EP. Le format mixtape, un peu moins, mais le format EP, moi j'adore les EP. Moi, la taille parfaite pour moi, c'est entre 4 et 9 titres. Voilà, parce que je pense que c'est extrêmement facile de rester cohérent. Je pense notamment à, pour moi, l'EP, il y a beaucoup d'EP que j'écoute, mais il y a un EP pardon, d'un artiste qui s'appelle Baby Hayabusa. Oui. Qui est donc l'alter ego de Femme Togo, qui est très très à la mode en ce moment. Et Baby Hayabusa, il a sorti un EP il y a 2 ans de 4 titres qui s'appelle Dead Poison Ivy. Et la cohérence dedans est exceptionnelle. C'est un 4 titres, mais je peux l'écouter constamment. Y a pas de, mon cerveau, il va pas voir ça comme redondant. Pourtant, c'est 4 titres. Et puis, c'est 4 titres de 2 minutes 30. Donc, ça dure 13 minutes, quoi. Et en 13 minutes, je peux me l'envoyer, me l'écouter. Mais est-ce que c'est pas maintenant destiné quasiment à une forme de niche, les albums, j'ai envie de dire? Est-ce que c'est pas par rapport à des gens qui gardent un mode de consommation qui est maintenant plus d'actualité du tout? Je veux dire, maintenant, les albums ne sont plus consommés. On consomme encore une fois que des petits singles. Et si même les artistes ne font plus le travail pour rendre des albums cohérents, on peut remonter dans les années 70 avec des albums comme The Wall, qui sont des expériences, qui sont des opéras. Hein, Pink Floyd, le t-shirt. Est-ce qu'on en est encore là? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas vraiment empêcher de force les artistes de faire des albums? Non, quand même pas. Non, bon, d'accord. non, parce qu'après, plein d'aspects financiers qui rentrent en jeu. Mais bien bon, sûr, voilà. Non, mais en fait, il y a un truc moi que j'ai remarqué dans les années 2000, quand tu écoutes ton CD et que tu l'achètes ton CD, en fait, les musiques, elles sont pas timées, tu vois, genre en mode 0,01 à 0 à la fin, quoi. C'est la musique. Il y en a qui débordent sur d'autres. Et du coup, ta musique... Avec des fondus. Exactement. Voilà. Et, je pense à
l'album Superbus que j'écoutais quand j'étais petite. Vraiment cet album. En fait, les musiques s'enchaînent. Ouais. Et donc, le début de ta musique 2, c'est la fin de la musique 1. Ouais, Donc, tu as l'aspect que l'album, tu peux pas l'écouter. C'est un seul, C'est un Ouais. bloc. une grande musique. quoi. Exactement. Et même sur Spotify, quand tu vas écouter cet album, il y a toujours Voilà. les fondus de la musique d'avant. Ça, c'est quelque chose qui a toujours marché, tu vois. Et que quand... Bon, on va parler de Pink Floyd, je suis désolé. Pardon, en fait. C'est my bad. Donc Mais, là, le live va durer 4h30. Donc préparez-vous. En 1973, The Dark Side of the Moon sort. Et c'est un album concept, si on peut appeler ça. Et l'album dure 1 heure, je dirais, Ouais. une petite heure. Mais 49 minutes. ouais, 50. 50 minutes, 55 minutes, quelque chose comme ça. Mais c'est écoutable en un bloc. Carrément. Parce Tout- que c'est le même système. C'est le même système, c'est-à-dire que tout de A à Z est fait pour que ce soit écouté. Et pourtant, si tu as envie d'écouter The Great Gig in the Sky tout seul, bah, ça s'écoute totalement. Si tu as envie d'écouter Breathe in the Air tout seul, ça s'écoute totalement. Money tout seul, ça s'écoute totalement. Time, qui est le meilleur morceau de tous les temps, ça s'écoute totalement. Et ça, c'est quelque chose qui se faisait vachement beaucoup avant. Et qui maintenant, ça rejoint vachement ce que disait Saliou. Il n'y a pas vraiment l'impression d'avoir une performance artistique, mais surtout une performance commerciale derrière ces choses-là. Ouais, bah, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il dit trop de musique taillée pour TikTok Voilà. et le buzz. Alors ça, je le garde pour le prochain sujet que je vais Pardon. peut-être lancer et ensuite je te lancerai dessus. Donc là, je lâche mon rôle du diable. Il y a une lumière rouge derrière moi, je la lâche, c'est bon. Toudoudou. Mes aigles, c'est terrible ça. Mes ailes re-rentrent en moi, il Ce n'y a sera aucun fait au souci. montage. Vous coupez ça pour la rediff. Et donc, je vais potentiellement lancer le sujet, même potentiellement, je vais le faire. Personne ne me dit quoi faire, je vais le faire. Parce qu'il y a un message qui m'intéresse de Zico qui dit « Les artistes n'ont plus le temps de faire des bons titres entre les concerts, les interviews, etc. C'est trop compliqué. » Je vais resserrer cette question-là au sujet du numérique. Est-ce que typiquement les plateformes ne créent pas un climat dans lequel les artistes vont être obligés, par exemple, d'assurer leur propre promo? Là, j'ai vu typiquement une artiste qui s'appelle Miki, vous connaissez, je pense, qui a sorti quelques sons qui ont fait énormément de buzz sur les réseaux, qui, j'ai l'impression, fait quasiment toute sa promo. Est-ce que c'est pas un travail qui est... On en parlait un peu au début sur le fait que maintenant, vu que la production de musique est plus facile, ils peuvent maintenant se concentrer à faire d'autres choses. Est-ce que maintenant, on ne rentre pas dans une asymétrie où, vu qu'ils font tout, et vu qu'en plus, il y a ce culte de l'artiste indépendant à 100%, est-ce qu'on ne rentre pas dans quelque chose qui va être un peu contre-productif si on peut avoir ton avis éclairé sur le sujet. En fait, les réseaux sociaux, ils ont une nouvelle façon de communiquer. En fait. La communication sur les réseaux sociaux, elle a évolué. Avant, on prenait ça pour presque rien, en fait. C'était pas un vrai travail de travailler sur les réseaux sociaux. Et là, maintenant, c'est quelque chose à temps plein, où il faut être pertinent, il faut savoir toucher ton public, il faut avoir les mots pour pouvoir impacter. Le mot impacter, voilà. On a le droit. On a le droit. Et en fait, il faut attirer le public. C'est le marketing par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est dommage quand certains artistes font que la promotion de, par exemple, 15 secondes de leur musique sur TikTok, sur Instagram, sur les autres plateformes, et tease. Et au bout d'un moment, en fait, le son n'a plus rien à voir avec les 15 secondes qu'on a écouté, pardon. En fait, on glorifie une toute petite partie catchy et soit le son ne sort jamais, soit quand il sort, il est plus écoutable. Quoi. Il sort 3 mois après en disant oui, je vais vous faire un gros banger, pas du tout. Ouais, en fait, ouais. Non, mais moi, je trouve ça dommage que les réseaux sociaux permettent pas de mettre en avant tout le potentiel que tu peux avoir quand tu crées une musique. C'est vraiment pour le buzz, quoi. C'est vraiment, je vais faire une musique pour TikTok et pas une musique pour que les gens puissent l'écouter. Moi, je trouve ça dommage. Non, c'est hyper intéressant. Je pense que ça se défend et je pense que c'est un ressenti. Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez, parce que je trouve qu'elle a raison de fou. Et il faut que vous le disiez dans le chat. Ou si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, comme ça on en parlera. Est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet? Ouais, mais c'est pas le même. Ah bah c'est hyper intéressant. Mais on est en débat. Je me recule. C'est un peu le même, mais c'est pas le même dans le sens où il y a des artistes où c'est assumé, qu'ils font ça exclusivement, c'est vendeur, quoi. Je pense à, par exemple, Miki, comme tu en parlais, tu vois, qui, elle, est extrêmement forte dans le sens où elle a rendu un bad buzz en buzz tout court.
C'est-à-dire que la première fois que j'ai oublié comment il s'appelait le titre de cette musique, mais la première fois que c'est tombé sous les yeux des personnes les plus bienveillantes de Twitter, donc le diable en personne. Bah moi en l'occurrence, Voilà, lui. voilà. Tu es Twitter. Mais je suis reparti. Non, mais c'est bon. Je reviendrai plus tard, mais X, pardon, évidemment. Ça a pris un bad buzz monumental parce que justement, il y a ce culte de l'indépendantisme, ce culte de je me suis fait tout seul, alors qu'il suffit de faire 4 recherches Google pour savoir que Nicki ne s'est pas fait toute seule. est-ce que c'était Échec et Mat le son? Ouais, échec et mat, ouais. Et tourner devant un Buffalo Grill C'est avec ça. une espèce de caméra VHS qui dit des choses d'une vie qu'elle a très certainement pas vécue. Mais après ça, moi, j'ai pas vécu sa propre vie, donc ça, j'en sais rien. Mais je trouve ça, là, pour le coup, dommage, dans le sens où assume. Voilà. Oui. Par contre, les gens l'ont qualifié donc d'industrie plante, donc de personne Oui. qui est une plante d'industrie. Donc c'est quelqu'un. Et c'est qui- d'ailleurs le nom de son album, Ouais, je crois. ouais, Ouais, justement, c'est ça. voilà. Et Voilà. elle a tourné au ridicule le fait qu'elle soit une industrie plante dans toute sa communication, toutes ses interviews auprès de médias dont on ne va pas dire le nom. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un Une industrie plante? Ouais. Une, ouais. Un ou une industrie plante, de toute façon c'est anglais, donc forcément il n'y a pas de genre. Oui, voilà. Mais globalement c'est une plante de l'industrie, donc c'est quelqu'un qui fait de la musique et va être propulsé par un label ou par des producteurs ou par ses relations à un stade qui, en ayant une démarche totalement indépendante, serait à la limite de l'impossible. Par exemple, l'industrie plante récemment la plus connue qui fait très débat, il y a Billie Eilish, qui était inconnue au bataillon et qui, en faisant un morceau, elle a fait un morceau avec Justin Bieber qui était son idole. Ouais. Juste après, elle fait un Colors qui fait des centaines de millions de vues, etc. Bon, après, moi, c'est une de mes artistes préférés. Donc Non, mais parce Voilà. que c'est pas forcément un terme négatif. c'est pas du tout forcément négatif. C'est comme les fils de stars ou les filles C'est une de sorte de stars, népotisme, voilà. ouais, c'est Voilà. une sorte de népotisme. Et Quand les gens ont vraiment du talent, c'est même pas véritablement un Voilà. problème. Et il y en a toujours eu en plus des ah industries oui, bah, plantes. bien sûr que oui. Je veux dire, Et par exemple, Gayle, je sais pas si vous connaissez, mais c'est De la loin. chanteuse qui chante A, B, C, D, Ah E, oui. F, U, voilà. Oui, oui. Qui s'est revendiquée comme quelqu'un d'indépendant, etc. Et en fait, il y a eu une espèce d'enquête réalisée, parce que ce morceau-là, elle l'a fait sur TikTok, en live. Et en fait, elle avait un concept où elle disait aux gens, oui, donnez-moi des notes, donnez-moi un thème, et moi, je vous fais une musique en 1 heure sur participatif sur TikTok, etc. Et en fait, la personne, du coup, Gayle, elle a réagi à un commentaire qui disait oui, fais un morceau sur la rupture amoureuse en utilisant les lettres de l'alphabet et en les chantant, etc. D'accord. Et du coup, elle sort ce morceau, buzz énormissime, des centaines de millions de vues sur TikTok. Le morceau est repris partout, il a été fait en single, remixé 15 fois. Elle s'est retrouvée en head title d'un nombre de festivals pour aucune raison. Voilà. Et en fait, les gens, ils ont trouvé ça tellement suspect qu'ils ont dit il y a anguille sous roche. Et en fait, ils ont regardé le compte qu'elle a quote, donc qu'elle a cité dans sa vidéo. Et en fait, le compte, c'était la directrice, enfin la manageuse Global Head Research of Marketing à Columbia Records. D'accord. Ok. Donc, C'est industrie, quoi. c'était purement du marketing. ah donc. ouais, purement du marketing. Et la meuf était objectivement une industrie. On l'a mise là, voilà. Et Ouais, on voilà. savait que le morceau était déjà préenregistré, tout était. Voilà. Après, Ouais, elle a maintenant. recomposé en fait Elle a l'album, recomposé enfin la musique qu'elle avait déjà. Qui en soi est pas si horrible, hein. Moi j'ai aucun souci avec ça, mais je trouve que C'est pas très honnête. c'est pas très comme honnête. démarche. C'est un peu malsain, quoi. Après, est-ce que c'est pas un peu le dénominateur commun de tous les types de communication, de marketing, de musique, d'une certaine façon? Est-ce que en fait, il y a pas, ça fait pas partie du jeu presque, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai l'impression d'être présentateur. Ça fait partie du jeu, un Mais peu. oui, tout à voilà. fait. Non, de manière générale, en fait, la promotion sur les réseaux sociaux, elle est hyper importante. Mm. Ton son, il sort Ah oui, pas si ouais. les gens ils sont pas un minimum hype. Je t'en prie. Ça dépend de la fanbase. Oui, ça Ah oui, dépend. mais il faut la Voilà. construire cette Faut la fanbase. construire. Mais par Oui, exemple, tu es fan de Luigi. Oui, Je suis fan de Luigi. Luigi, en termes de communication, c'est zéro pointé. Oui. C'est nada. C'est-à-dire qu'il envoie un message sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram un mois avant son album. Voilà, précommande, débrouillez-vous. Mais est-ce que bah, je Mais ça dirais fait pas partie de son, contre- ça Voilà. fait partie de son business Est-ce plan. que c'est un pas plan de un com. peu comme Damso, comme plein, ou même dans un autre registre complet, comme les communications de McDo, quoi, qui ont plus besoin de faire de com parce que leur public est acquis et qui du coup maintenant font des pubs en disant juste une photo de burger, vous savez bien d'où ça vient, venez quoi.
Est-ce que c'est pas juste une nouvelle façon de faire du marketing un peu nonchalant Ouais, mais après, tu as le contraire où tu as Bibi No Money qui fait complètement l'inverse où il va. Oui, c'est vrai. Lui, il est présent partout, quoi. Spam, quoi. Enfin, pendant, je sais pas, il y a un moment où il sortait 15 TikTok par jour. Où avec toutes les plus grandes stars exactement, locales de pays. Il n'y a que sa musique en boucle et tu l'as tout le temps, quoi. Et c'est épuisant des fois. Ouais, c'est épuisant, mais ça doit marcher quand même. Oui, c'est ça pour a mon bien plus grand marché. déplaisir. Mais ça, Est-ce que tu aimes pas sa musique? C'était bien en 2017 avec La La La. C'est vrai, Ouais, il y a quelques musiques qui Non, sont mais sa musique est sympa, chouettes. mais alors il y a quelque chose que je respecte énormément chez lui. Alors, enfin récemment là, c'est qu'il sort des singles, je crois un single par semaine en ce moment ou je sais pas quoi. Ouais. Et à chaque fois, il fait faire une cover par un artiste qu'il trouve sur Twitter. Ou il sur, est très anti-IA. il est anti-IA à donf. On va y venir. Et pour le coup, non, mais compliqué. il faut en parler Ouais. un peu parce que voilà, Ouais. et je trouve ça génial d'avoir des mecs qui assument leur démarche. Voilà. Il assume sa démarche complètement loufoque de mec déjanté. Oui. Qui se retrouvent sur des Il live l'est. Twitch, sur des live Twitch de Français, sur des live Twitch Même d'Américains. aux Au The Event, Event, ouais, il y était, voilà. dans son jacuzzi. De plus. Mais voilà, après, bon, sa musique, moi, me touche pas, mais ça, c'est mon avis. Ah, mais de toute façon, les goûts et les couleurs. Je vois Valentine qui dit comme PNL les goats, en effet. Hashtag QLF. Hashtag que la famille. Voilà. En effet, On PNL. est en famille d'ailleurs aujourd'hui dans, Oui. dans ce live. J'espère que vous vous sentez chez vous d'ailleurs, parce que ça ne va plus être le cas dans quelques secondes. Voilà. Parce que Le retour. Le diable, je le suis tout simplement de retour dans ma position du diable. Voilà. J'ai imaginé deux cornes en l'occurrence sur ma tête, Je comme les vois, ceci. hein. Ah, mais je Voilà, les vois. mais des véritables cornes. Et je rentre en mode dark, si je puis Oh me non. permettre. Et on va parler d'IA. Parce que je sais que là, dans le chat, ça se gratte les veines pour qu'on parle d'intelligence Tellement artificielle. pas. Pas du J'ai tout. l'impression que vous êtes tout bonnement des fans d'intelligence artificielle. J'ai l'impression de ne pas trop me tromper. Je lis des messages là, je suis fan d'intelligence artificielle. N'existe pas ce message en fait. Tout simplement, je viens de l'inventer de toute pièce, mais je suis le diable en même temps. Donc, une nouvelle hot take que je vais vous balancer maintenant. Donc, accrochez-vous à cette table. Très peur. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est le seul Oh là. vrai artiste du 21e siècle. Et pourquoi? Mais vous avez posé la question pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien créer. Les humains sont arrivés, pour moi, à expiration en termes de créativité. Ils ne font que de la nostalgie, que de la repompe. Et ils ne sont plus capables de rien créer. Donc, l'évolution logique de cela, c'est l'IA. L'IA qui se nourrit de absolument tout ce qui a été fait avant et qui va créer quelque chose qu'on n'a jamais vu jusque-là. C'est non. Alors, mais je tombe de ma chaise de Tu diable, l'as- Alors, tu l'as donc dit je tombe de toi-même. l'enfer. Tu l'as dit toi-même, l'IA reprend des créations d'avant pour créer quelque chose. Je n'ai pas à Donc- être cohérent étant donné que je maîtrise le royaume des enfers. Donc j'ai d'autres choses à faire C'est aussi pas à vrai. côté. non, Voilà. mais c'est pas grave. Juste, Mais ok. je contre-argumente, quoi. Ouais. Donc, tu as littéralement dit, l'IA reprend ce que l'homme a fait pour pouvoir créer. C'est fini. L'IA ne crée pas. Mais je pars du principe Tu que crées l'IA, de par sa construction, a une puissance. Ok, partons du principe que on ne peut plus rien créer, qu'on ne fait que de toute façon remanier des choses qui sont. Je vais me battre avec la personne qui est dans le chat là, donc donne ton adresse et j'arrive. Je suis le diable aussi, donc voilà, je me permets. Est-ce que, partons du principe que de toute façon on ne crée plus rien et qu'on ne fait que remixer des choses on digère en fait des influences, partons de ce principe-là, l'IA fait exactement la même chose, mais l'IA a une puissance algorithmique qui est démesurée. Qui est absolument démesuré, qui ne peut absolument pas se comparer à un humain. C'est-à-dire que là où on a finalement une vie limitée, on ne vit que 70-80 ans, on va pouvoir se nourrir de choses qui sont limitées. En fait, une IA en quelques secondes peut avoir accès à absolument toute la musique de la planète. Je trouve ça dégoûtant. C'est terrifiant et écœurant, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi? Expliquez-moi. Parce que c'est un terme que tu sais que j'ai envie de dire, mais c'est du vol en fait. Ok. C'est du vol de contenu. Enfin, tu n'as pas du tout envie de le dire, étant donné que tu es Je le suis diable. absolument le diable. Enfin, vraiment, voilà. enfin, voilà. Mais c'est du vol de contenu Ok. qui n'appartient pas à ces personnes-là qui utilisent l'intelligence artificielle. Ça tombe dans des dérives que moi je trouve absolument ridicules. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est lui véritablement le diable. Voilà. Un artiste américain qui est né à Chicago et qui est ensuite parti à New York et qui a sorti des albums en 2003, 2004, 2007, 2008, 2010 et après. Voilà. Et il est sorti avec Kim Kardashian. Je ne dirai pas son nom puisque c'est le diable. Voilà. Le KWA. Le KW. Un autre juste diable. le Y. Maintenant. Voilà.
Mais donc voilà, et lui, il l'utilise. C'est assumé, Voilà. mais en même temps, il est fou. Donc, Oui, absolument. complètement fou. Mais il l'utilise, et il l'a utilisé pour insulter d'autres personnes, pour insulter des communautés, pour essayer de se donner raison. Je pense à un autre artiste qui, lui, n'est pas le diable, qui est juste, qui est Drake, qui l'a utilisé dans son clash avec Kendrick Lamar en reprenant les voix de Tupac. Oui, c'est vrai, pour le faire rapper avec Snoop lui. Dogg, Nate Dogg, etc., pour montrer qu'il était bien, lui, de la West Coast, alors que c'est un Canadien de Toronto. Voilà. Je n'ai pas trop bien compris. C'est ridicule. Et là, ça atteint quelque chose où c'est pas du blasphème étant donné que c'est pas religieux, mais c'est de la parjure dans le sens où Tupac est une personne qui est décédée, Nate Dogg est décédé. Oui, non, mais ça pose des questions voilà, éthiques ces délirantes. personnes-là sont mortes et on utilise leur voix pour dire des choses qui vont complètement à l'encontre de leur discours. Quand on voit le discours ultra prolétaire qu'avait Tupac, malgré le fait qu'il était richissime et qu'il donnait pas tant, mais voilà. C'est Ça, un discours. Déjà, voilà, tenir le discours, c'est déjà une première étape. Il avait ce discours-là de problèmes de personnes qui mouraient de faim dans les rues de Compton, etc. Et l'utiliser, utiliser une technologie qui est dévastatrice pour l'environnement, pour plein de raisons, de manière éthique, etc., en utilisant la voix d'une personne décédée, c'est abominable. Complètement. Et moi, je trouve ça ignoble. Et que ce soit super rapide et que ce soit super efficace et que ce soit pointu, j'ai envie de te dire, tant pis, ou tant mieux, selon les points de vue, mais en même temps, on va revenir sur Emma. Est-ce que c'est pas juste déprimant? C'est déprimant. Je sors de mon rôle de diable. Je suis de retour, finalement, en tant que team présentateur, apparemment gêné par intelligence artificielle selon les gens du chat. Team GPT. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai que je n'existe pas. Et c'est pour ça que je pose la question, pour un peu défendre ma cause d'intelligence artificielle, est-ce que ça peut pas au moins être un outil? Ah si, je pense que c'est plus avantageux pour les artistes de savoir s'en utiliser que juste tout faire avec IA, quoi. C'est comme générer des images, générer du texte, ça n'a aucun Parce intérêt. que là, on a un message dans le chat typiquement de quelqu'un qui dit ils ont dit la même chose de l'EDM, donc je pense que c'est les logiciels, corrige-moi si j'ai tort, qui permettent de produire de la musique plus facilement, les instruments, générés non, mais qui sont sur les appareils numériques, est devenu populaire. Tout dépendra de la manière d'utiliser l'IA. Qu'est-ce que toi t'en penses? Ouais, je suis assez d'accord. C'est l'utilisation de l'IA, en fait. C'est le fait de faire une musique de A à Z avec de l'IA, j'ai du mal. Parce que n'y a pas l'aspect humain que tu peux avoir quand tu vas créer toi-même le son. Mais l'utiliser comme outil, je pense que toi, tu devrais savoir. Mais oui, dans le vrai. montage, par exemple, tu utilises un petit peu l'IA pour monter des vidéos, etc. Nous, dans le numérique, pareil, hein, en soi, pour faire plein de trucs. Je ne vais pas tous les détailler parce que ce serait trop long. Mais on l'utilise, l'IA, quoi qu'il arrive. On l'utilise pour reformuler des phrases, machin et tout. Mais créer quelque chose de A à Z avec de l'IA, moi, ça me pose problème parce qu'il n'y a plus l'aspect humain. Il n'y a plus le fait que ce soit sa création. Le fait de revendiquer sa création par le biais de l'IA, ça, moi, j'ai vraiment du mal. Mais après, pourquoi pas pour... pas forcément pour le commercialiser, mais plus comme un jeu. Par exemple, il y a Suno qui est une application... Qui fait de la musique, c'est ça? Ouais. Ça, j'ai énormément rigolé pour faire Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vraiment drôle, mais c'est pas professionnel, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut... Et ça déverse des litres d'eau. Exactement. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'IA devient un parti pris à prendre, mais aussi elle devient elle-même partie intégrante des logiciels qu'on utilise. Ah, complètement, bien sûr. Par exemple, l'autotune, c'est une intelligence artificielle, oui. Tu vois, c'est elle qui va corriger. Bon, l'autotune peut se manipuler. Il y a des personnes, moi par exemple, je fais partie des personnes qui pensent que l'autotune est un instrument de musique. Mais non, mais je peux comprendre complètement. Ça se travaille, ça s'utilise. Mais par contre, dès qu'on touche à quelque chose de génératif, c'est là que oui, pour moi, c'est problématique. Et comme le dit... Peut-être pas lire le nom du profil. Comment? Le micro est off. Mon micro est down. Ah, on n'entend plus Zach? On n'entend plus On Zach. n'entend plus? Petit problème à la régie. On m'entend là? Ok. On peut aller changer, je pense. On va trouver des solutions. Petit problème.
Ne vous inquiétez pas, on n'appelle pas ça des problèmes, on appelle ça Des solutions. Solutions. C'est le Bah là, c'est job une de interview, team là. en fait. Mais c'est une interview. Ok. C'est une interview. Est-ce que tu peux le tenir? Bah ouais, Normalement, ouais. il y a assez de place. Du coup, je sais plus ce que je disais. Non, je disais que dès que ça devient génératif et dès qu'il n'y a plus la mainmise d'un être humain. Derrière, moi, ça me pose problème. Comme je dis souvent, faut pas oublier que c'est un outil au service de l'humain et pas l'humain qui tombe au service d'un outil qui va juste faciliter sa tâche et en fait la perte de... Il a perdu du Ouais, savoir-faire. c'est une perte de savoir-faire et je trouve ça très très dommage. Et justement, en mouvement contre ça, on retrouve de plus en plus d'albums et de projets musicaux qui vont à contre-courant et à contre-sens, le troisième qui sort bientôt, Déjà sorti. qui vont à contre-sens de ces choses-là et qui justement poussent vers une création musicale faite avec exclusivement des instruments de musique ou faite vraiment en studio par des orchestres, par des personnes. Je vais reparler de Luigi parce que ça commence à devenir chiant, mais voilà, son dernier album, Saison 00, il est fonctionnel comme ça et l'album est acoustique, il s'écoute vraiment de manière acoustique et c'est exceptionnel de voir du rap sur de l'acoustique parce que j'ai l'impression d'écouter un MTV acoustique des années 90, un unplugged, alors qu'en fait c'est du rap dessus et quand on voit ça tourner, il a réutilisé les codes du rock des années 80, 90, 70, qui était de sortir une version live des projets parce que son album avait pour vertu d'être tellement à même de parler à plein de gens qu'en fait il a créé la version live de son album n'est pas le même album. La direction artistique est différente et il y a une utilisation de toutes les guitares quasiment qui sont genre des guitares sèches dans l'album studio deviennent des guitares électriques dans la version live et c'est exceptionnel. Bon, moi j'ai pas eu la chance de le voir, je sais qu'il y a une personne à cette table qui a eu la chance de le voir. Oui. Elle ouais, va en parler. On va en parler, mais... Non, ouais, c'est vrai. Comme tu l'as dit, moi, je suis une très grande fan de cet artiste. Donc, j'ai pu le voir en concert et c'était vraiment quelque chose. Tu ressens tous les instruments de musique. La chanteuse, je me souviens plus de son nom malheureusement. Il y a une chanteuse dans 00. Une chanteuse Oui. Dans Baya. Oui. Je ne me souviens plus comment. Mais elle est venue performer. Je connais plus son nom, mais oui, c'est Voilà. sur Baya. Si vous l'avez dans le chat, Je vais ça potentiellement me. le trouver, mais vas-y, Voilà. continue. Sa version dans le live, dans le concert, c'était mais la musique traversait le corps, quoi. C'était hyper impressionnant. Et moi, tous les concerts que j'ai pu faire, j'apprécie le fait que la musique soit pas juste une bande son en fond et l'artiste performe sur un playback ou quelque chose comme ça. J'apprécie de voir aussi les musiciens derrière. Le fait qu'eux aussi vont performer. Il y en a énormément qui jouent en fait de ça. Là, mon prochain concert, par exemple, ça va être Wet Leg. Ok. Donc, voilà, je vais le voir bien. ouais, avec mon papa, que j'embrasse toujours. Qui en fait est un groupe super. Allez écouter, c'est vraiment chouette. C'est vraiment génial. Ouais, au Transbo en plus à Lyon, ça va être trop chouette. Elles ont fait la première partie d'Aristotle au Stade de France. Ouais. Et c'est genre, moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Enfin, je connaissais du coup tous leurs projets Chaise Longue, et en particulier Chaise Longue, je crois, le morceau qui s'appelle. Et j'ai tout écouté. Franchement, c'est super génial. Mais en live, je pense que je vais c'est- être comme une dingue. ouais. Mais tu sens en fait que même les artistes qui font de la musique, c'est des artistes à part entière. C'est pas forcément que le groupe, tu vois, c'est des gens qui sont à part. Et ça, tu peux pas le faire avec une IA. Tu peux pas reproduire l'âme de ton bassiste, de ton chanteur, de ton Chacun trompette. amène une sensibilité voilà. qui lui est propre, quoi. Mais oui, et puis je sais pas si tu as des exemples, mais des solos de trompette ou de saxo. Bien sûr. Les gens sont des grands malades. Baker Street. C'est leur Baker moment, Street, quoi, ouais. tu vois. Voilà. S'il faut citer un solo de sax. Ouais, non, il y a Baker Street, sinon tu peux écouter Old and Wise. Bien sûr. De Alan Parsons Project, qui a un solo de saxophone exceptionnel à la fin. Et Ouais. puis c'est les choses-là qui se perdent. Et puis, Avec de l'IA, tu peux pas le faire. Enfin, tu mets qui Tu Tu peux, mais mets ça va un hologramme va avec être moyen. avec un saxo. C'est la performance aussi. en Ouais, fait, qui compte. c'est ça. Ouais. surtout, c'est différent. surtout sur les cuivres, où pour le coup, Ouais. quelqu'un qui joue un cuivre, qui joue un saxo, une trompette, un trombone, il y a une manière de jouer qui fait que physiquement, le mec est là, tu sens, et la manière dont il joue sur ça. Moi, je pense à un manga, mais qui s'appelle Blue Giant, Je connais pas. qui est un manga sur
mec qui décide de devenir saxophoniste de jazz Ok. du jour au lendemain. Et c'est exceptionnel et tu arrives à voir dans la prestance d'un saxophoniste s'il joue bien ou pas. Tu vois. Et il y a vraiment tout cet aspect scénique autour du saxo qui est très intéressant. Et c'est une reco que Esteban m'a fait l'année dernière. Eh ben, Thumbs up. carrément. Vraiment génial. Eh ben, en parlant de Rocco, on va peut-être finir l'émission sur ça, parce que apparemment tout le matériel nous lâche. Donc, vraiment, Super. je pense qu'il a été empoisonné par des gens, je pense, parce que c'est une catastrophe. C'est le mauvais team en fait. Oui, c'est ça. C'est le C'est le C'est diable le diable. qui a empoisonné ton micro, en l'occurrence. Et on va finir sur des petites recommandations culturelles. Donc, ça peut être absolument n'importe quoi. Vraiment des choses qui vous ont marqué récemment dans la culture. Ça peut être des livres, une pièce de théâtre, un jeu vidéo, absolument n'importe quoi. Est-ce que tu peux commencer, par exemple? J'aurais préféré ne pas commencer. Eh ben, est-ce que tu peux commencer, Zach? Oula, oui. Toi, tu sais. Moi, je sais de quoi je vais parler, Voilà. mais allez écouter. Regarde droit à la cam Ouais. pour leur dire. Allez écouter. J'arrive pas. Pretty Dollar Corps, qui est un projet sorti par Femme Togo, Petite Sœur et Néo-Front, qui est choquant par sa couverture, enfin sa jaquette, pour reprendre les propos de Tim, sa jaquette, ce qui est dit à l'intérieur, les productions utilisées, tout ça, c'est exceptionnel. C'est un 13 titres, je crois. Ça dure 33 minutes. Ça s'écoute comme du petit pain. Par contre, la replay value est très très compliquée, étant donné que ce qui est dit à l'intérieur, les thématiques sont vraiment poussées. Et je pense que c'est un album qui va devenir extrêmement important pour la musique rap en France, parce que ça parle de sujets, sans vouloir trop spoiler, de coming out, de transidentité, d'autres choses horribles qui ne sont pas disables sur Twitch. Surtout pas sur Surtout la pas, chaîne Click et Clap voilà, surtout de- pas sur cette chaîne. Mais allez écouter, c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Pretty Dollar Corps. Et si vous êtes pas même si vous connaissez pas la musique de Petite Sœur ou la musique de Femme Togo, vous pouvez écouter pour une note un peu plus facile, pour peut-être rentrer dans le domaine de la musique de Femme Togo. Du coup, écoutez son alter ego qui s'appelle Baby Hayabusa, qui a sorti de. Oui, les pseudos sont un peu. Sont un peu longs. C'est un peu ridicule, mais il est fan de moto, donc la Hayabusa, donc Baby Hayabusa. Il a sorti 2 projets sur ça, donc Dead Poison Ivy et Dead Poison Ivy 2, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais voilà, où il se lâche complètement et il s'enferme pas dans un style, c'est-à-dire que lui, là, il était un peu, maintenant il s'en libère, mais il était enfermé dans un style qui s'appelle la Warcore, et donc c'est autour de la guerre, des thématiques assez compliquées, etc. Il s'en détache, mais foncez, écoutez ça, écoutez le grunt de Petite Sœur, elle est trop forte, voilà, elle est trop forte, tout ce qu'elle fait est génialissime. Foncez, pitié, je vous en supplie. Je suis à genoux. Ah waouh, là ça devient un peu... Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, Pardon. on va passer C'est la fin de à la la reco. reco de Emma. Ouais, alors moi, ça va être une reco qui est dans un petit moment, malheureusement. Mais je vous conseille d'aller au Festival des Nuits de Fourvière à Lyon. Voilà, ça va être la 80e édition. C'est génial, vraiment, c'est trop chouette. On est dans l'ancien théâtre romain, à côté de Fourvière. Vraiment, foncez. Il y a plein d'artistes qui passent. Le son est vraiment chouette parce que du coup, c'est un théâtre. Donc, le son est vraiment, vraiment top. Il n'y a pas que de la musique, il y a aussi des spectacles de danse. Moi, l'année dernière, j'ai pu faire un spectacle de danse qui était mélangé avec de la musique rock, façon Linkin Park. Ok. C'était super chouette. Ouais, franchement, allez voir parce que la plupart du temps, il y a des super artistes qui passent il y a un son de malade, vraiment. J'ose le dire. Ok, Et trop pitié, cool. arrêtez d'aller à la Altony Garnier, je vous en conjure. C'est nul. C'est pas une super salle. Allez dans des salles recommandées par des professionnels de la musique. Allez au Ninka, allez au Transbo. Exactement. Épicerie allez au moderne. Fourvière. Nuit de Fourvière, épicerie moderne. Après, moi, je suis lyonnaise, donc je ne connais pas les salles de Grenoble, malheureusement. Ah non, mais Allez on à n'en a pas des l'Empérage. tonnes. À l'Empérage, ouais, L'Empérage. au Drac. Allez au Drac, allez à la Belle Électrique. Belle Électrique, ouais. qui Ouais. est une salle avec une des meilleures sonorités d'Europe. À Ciel aussi. Oui, Ciel, c'est Ciel, très chouette. C'est très cool. Vous pouvez aller au Philharmo de la MC2, qui est étudié. Les murs sont mouvants, c'est-à-dire que selon la comment on appelle ça, la prestation qui va être faite, les murs bougent, enfin les murs sont bougeables, afin d'avoir une Philharmo encore plus intéressante et qui transpire les idéaux de la musique qui est jouée orchestralement. C'est génial, et puis la salle est magnifique.
voilà, allez-y. Il y a Zico dans le chat qui nous recommande un film sur le pouvoir de l'IA qui s'appelle Simone. Et bah, Andrew justement, Nicole. j'allais en parler. Et bah parfait. Parce que du coup, ça m'a donné une très bonne idée de reco. Hein, j'aurais pu avoir une reco qui n'a aucun rapport avec l'IA, mais je trouve que celle-là est très intéressante parce qu'en plus, c'est pas le film le plus connu de son réalisateur, celui qui avait fait Bienvenue à Gattaca, qui est quand même son plus connu, ou Time's Out, je crois, qui était des films qui présentent des dystopies. Un peu comme la dystopie qu'il y a dans Matrix au début, avec cet univers un peu vert, etc. La technologie qui prend une place dans la société trop importante et qui va venir en fait oppresser les individus. Et donc dans Bienvenue à Gattaca, c'était un futur basé sur la génétique, sur les modifications génétiques pour créer en fait des humains parfaits, qui va créer une discordance entre les humains non parfaits et les humains génétiquement modifiés. Très très intéressant, immense film de science-fiction. Et on va avoir Time's Out qui est un peu plus raté. Mais il y a Justin Timberlake dedans, donc juste pour ça, ça vaut un peu le coup, où les humains ont en fait un temps inscrit sur leurs mains, et quand ce temps vient à expiration, ils décèdent, et donc c'est en fait devient la monnaie d'échange. Et donc là où Simone est très intéressant, c'est que, donc, si je ne me trompe pas, corrige-moi, c'est un film avec Al Pacino, qui est réalisateur et qui va donc chercher son actrice de rêve et qui va tomber sur une entreprise qui va lui fournir une intelligence artificielle qui va donc en fait se révéler être une actrice qui va pouvoir jouer tous les rôles parfaitement et dont il va presque tomber amoureux. Et c'est extrêmement intéressant dans un contexte où, en plus, aujourd'hui, on parle déjà d'actrices et d'acteurs en intelligence artificielle qui signent dans des agences d'acteurs. Donc, c'est extrêmement prophétique comme film parce que c'est sorti, il me semble, plutôt il y a longtemps, je crois, plutôt au début des années 2010. Simone. Je crois que c'est 2009. Donc, c'est vraiment prophétique, donc très, très intéressant. Et effectivement, Laura nous parle de Her. 2002, voilà, ça a 20 ans d'avance. Voire plus. Et effectivement, Laura nous parle de Her. Her, très très bon film sur l'intelligence artificielle avec Joaquin Phoenix. Okay. Globalement, ça parle de ChatGPT 10 ans avant. Okay. Sur un homme qui tombe amoureux de son intelligence artificielle qui ressemble à Amazon. Un peu à la Black Mirror. Un peu à la Black Mirror. C'est très très Black Mirror. Et c'est très intéressant parce que ça ne s'arrête pas uniquement à quelque chose d'un peu putassier de il tombe amoureux d'une IA. Ça parle en fait vraiment de la place de l'intelligence artificielle dans la société et surtout du point de vue d'un personnage qui se sent très seul dans une société qui est devenue maintenant hyper connectée, ultra connectée. Donc c'est très très intéressant. Voilà, merci Laura pour la reco. Et merci Zico aussi d'avoir lancé le sujet sur Simone, c'est très intéressant, notamment dans le contexte actuel. Voilà, donc merci de nous avoir suivis dans cette émission, c'était un vrai plaisir. On était un peu stressés au début, mais maintenant j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux. Ouais, c'était super chouette. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des recommandations à nous faire sur les prochaines émissions, n'hésitez absolument pas. C'est très très intéressant pour nous. On va essayer de faire une émission qui nous ressemble et qui vous ressemble aussi, qui peut vous ressembler en tout cas le plus possible. Donc donnez-nous des recommandations. Les gens qui sont dans notre classe, donnez-nous en direct. Les autres, dites-les aux gens qui vous ont conseillé d'aller voir, dites-les par message. On est disponible, nous trois, sur Instagram, partout. Les réseaux sociaux de Click et Clap sont aussi disponibles. Vous pouvez nous envoyer des DM pour nous donner des recommandations. Et donc, en tout cas, faire vos retours aussi. Oui, absolument. Même si c'est négatif, tant que c'est construit, on prend absolument. Et donc, n'hésitez pas à revenir la prochaine fois qu'il y a un live. Je crois que ce sera dans 2 semaines à peu près. Un peu plus quand même. Peut-être un peu plus que 2 semaines. Voilà, donc ce sera peut-être après les vacances. Peut-être mi-novembre. Voilà. Et si vous avez faim de live, on va remettre la rediff probablement. Ce sera disponible quelque part. Il y aura peut-être un montage, un sorte de best-of. Et donc c'était vraiment incroyable de vous avoir dans le chat. Merci d'avoir été là. Merci à toi d'avoir présenté. Très bon présentateur. Merci à vous d'avoir été là. Vous étiez absolument géniaux aussi. Merci à la régie qu'on remercie pas assez, mais qui ont fait un super taf. Donc il y a le micro qui a déconné, mais ça, ce n'est pas de votre faute, c'est le diable. Et donc on va vous laisser là. C'est vrai qu'Emma était au top. Tout le monde était au top. Merci Tati. Merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Bisous à la régie aussi. Au revoir. Bisous. Merci à la régie aussi. Merci beaucoup. Incroyable.